vais vous en donner deux. La première, c'est en général la superficie d'habitat pour une espèce donnée, une espèce à domaine vital moyen. Je ne parlerai pas du cas du caribou qui a besoin de tout le territoire, mais si vous prenez des espèces comme par exemple le grand pic, qui est un pic de la taille d'une corneille, la martre d'Amérique, etc., ces animaux-là peuvent tolérer jusqu'à 70% de perte du territoire dans lequel qui contient des habitats qui leur sont propices. Alors, on a une première valeur qui est 30%. Il y a une étude qui a été faite qui a comparé les besoins de superficie d'habitat boréaux au Canada pour maintenir les communautés de mammifères de taille moyenne et les grands mammifères, ça ne comptait pas les souris. Cette étude-là avait conclu, puis c'était très amusant, ça va vous faire sourire sûrement, qu'en moyenne, il fallait maintenir exactement 50% du Canada. Mais que la pire chose à faire serait de maintenir 50% partout parce que les besoins d'une région naturelle à l'autre variaient de 10 à 90%. Alors ça, c'est un premier argument. L'autre que je veux amener à la table, c'est que lorsqu'on regarde les quantités de services écologiques monnayés et non monnayés qui sont fournis par un milieu, puis qu'on les ordonne sur un gradient de naturalité allant d'écosystèmes complètement naturels à des systèmes complètement transformés comme les milieux urbains, on s'aperçoit que c'est à des niveaux de transformation légère qu'on va avoir un maximum de services écologiques. Alors, ça nous amène à un coup de barre qui serait que on ne devrait peut-être pas dépasser 50% de modification d'un territoire. Ça ne veut pas dire, puis là je vais conclure avec ça, ça ne veut pas dire qu'il faut canner 50% dès le départ. Mais d'un autre côté, c'est une valeur moyenne de ce dont on a besoin si on veut maintenir les services écologiques à long terme. Qu'est-ce qu'il faut voir, en fait, c'est les... Il faudrait voir, alors c'est plutôt la valeur, en fait, de ces services écologiques, non? C'est ça, c'est en quelque sorte, si vous êtes Noé et vous avez une arche où vous pouvez amener des animaux, mais c'est la question, c'est quels animaux est-ce que vous allez pouvoir amener dans cette arche-là? Vous ne pouvez pas toutes les amener, en fait. Donc, est-ce que ces 50%, ça applique, ça s'applique pour une espèce, mais est-ce que ça ne s'applique pas pour toutes les espèces? Donc, comment, donc, on n'a pas répondu alors à la question, quelle est la valeur de ces non, ça, on ne peut pas prétendre savoir exactement quelle est la valeur. On peut faire des approximations. Il y a beaucoup de travaux en cours qui visent à donner une valeur aux services écologiques qui ne sont pas monnayés présentement. C'est difficile. On peut poursuivre sur ce terrain-là. D'un autre côté, je vais vous ramener sur le terrain environnemental. On sait que pour maintenir des écosystèmes en santé, on a besoin de minimum. Alors, on pourrait baser nos décisions sur les coûts de remplacement, par exemple, de fonctions écologiques perdues lorsqu'on fait du développement n'importe quelle forme, par exemple. Ça pourrait être d'autres façons de fonctionner. Okay. Mais une chose qui est certaine, puis qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'impact de nos activités sur la biosphère qui, elle, n'est pas illimitée. Je vais peut-être apporter une précision là. Ce que je voulais dire, c'est pas qu'il ne faut pas protéger des territoires. Ce que je veux dire, qu'on ne peut pas appeler 50% de protection du territoire du développement durable. Ça ne suffit pas à faire du développement durable. Ça suffit à protéger les habitats des espèces. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais pour moi, ça ne fait pas du développement durable. C'est-à-dire que ça ne se questionne pas sur l'ensemble du territoire, sur un projet à la fois... Et c'est aussi parce que... tu as dit tout à l'heure que j'étais bipolaire, mais moi, là, je vais être unitaire. C'est que je ne vois pas de différence entre les communautés humaines et les communautés animales dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elles partagent un territoire et que... on ne peut pas avoir des communautés humaines en santé sont aussi importantes sur ce territoire. Et c'est pour ça que j'ai fait l'argument par rapport aux conditions aux statistiques sociales au Nunavik, c'est qu'on n'a pas des communautés en santé. Et là, on ne peut pas penser à avoir du développement durable si on ne s'occupe pas de ça. Donc, c'est ce que je veux dire. Oui, occupons-nous des animaux, c'est bien, mais
il y a aussi d'autres questions. Il y a des investissements à faire dans le Nord. Si on veut penser faire du développement durable, il n'y aura pas de développement durable dans des communautés qui ont des problèmes d'alcoolisme, qui ont des problèmes d'espérance de vie, de tuberculose. Là, 10% de cas de tuberculose à Kangasulu-Juak cet hiver. C'est ça la réalité. Alors, développement durable, ça doit prendre en compte l'ensemble de ces choses. C'est pour ça que je trouve que quand on parle 50% du territoire, on élude une grande partie du problème. Ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je disais plutôt dans ma présentation qu'on a un défi qui est de maintenir le débat ou nos actions au niveau des 3 axes du développement durable. Souvent, on tombe avec juste un. Je suis tout à fait d'accord que juste un, c'est pas suffisant. Une question pour M. Barry. Vous avez parlé tout à l'heure des pick-up qu'on achète dans le Nord. Et c'est évidemment une image que j'aurais jamais osé utiliser, là, mais donc ça vient de vous. Je veux en savoir plus, en fait. Donc, est-ce qu'il y a ce souci d'équité inter- ou intragénérationnel au sein des communautés autochtones? Ou est-ce que c'est vraiment le développement, donc juste les autochtones aujourd'hui, et vu que ça ira mieux, ben, demain ça doit aller mieux aussi? Ou est-ce qu'on s'inquiète réellement du fait que les mines ne vont pas durer éternellement? Est-ce qu'il y a ce souci? Non. Premièrement, j'ai un petit pick-up, pas un gros pick-up. Le souci, bien, premièrement, c'est pas nécessairement les mines qui ont apporté le phénomène des pick-up. C'est, premièrement, c'est le besoin. Les gens sont très mobiles sur le territoire. Donc, il n'y a pas de véhicule qui répond aussi bien aux besoins des gens qu'un pick-up, autant au niveau du transport que de l'accessibilité. Ça, c'est la première chose. Puis, deuxièmement, c'est le phénomène juste des pick-up, mais aussi, si on regarde les maisons privées, les gens se construisent, ce qu'on voit avec les richesses qui commencent à rentrer dans les communautés. Avant, on était des communautés qui avaient... On peut dire que tout le monde était pauvre. C'est facile d'être équitable quand tout le monde est pauvre. Sauf qu'aujourd'hui, on commence à avoir une plus grande disparité entre, comme on dit, les have et les have not. Puis ça, c'est un phénomène social, je pense, qui se déroule partout, pas juste dans les communautés autochtones. Mais c'est comment de faire en sorte, justement, qu'il y ait une plus grande répartition de la richesse, puis qu'elle soit à long terme. Pas juste en termes de richesse monétaire, mais de connaissances, de développement de la personne. Ce qu'on voit chez nous, ce que je trouve triste, on le vu avec les projets hydroélectriques, puis ça c'est en train de se répéter maintenant avec les mines, c'est le phénomène du boom and bust. Les gens arrivent, puis quand tu donnes le choix à quelqu'un entre te faire un salaire minimum, ou bien d'aller faire 25-30 pièces de l'heure à laver de la vaisselle, le choix n'est pas toujours difficile à faire. Sauf que pendant le temps que tu vas aller laver de la vaisselle ou être journalier, tu ne cherches pas à te former ou à acquérir des connaissances. Le pire encore, c'est que le message que tu envoies à tes enfants et aux autres autour de toi, c'est que l'éducation n'est pas importante. Puis c'est de quoi qu'on voit les communautés aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. Je pense que vu que le temps avance rapidement, on va ouvrir donc aux questions du public. Donc je ne sais pas si vous vous levez ou oui, c'est ça. Ouais. Donc, oui. Bon, moi je suis retraité, mais j'ai une carrière en environnement et en conservation. Les cheveux m'hérissent quand j'entends certaines choses qui se disent ici. Là, le 50%, là, c'est un chiffre. Et ce chiffre-là, il nous est demandé par les économistes. Ah oui. Pour nous, qui sommes en conservation, le 50%, c'est un principe de précaution. Si on développe le nord du Québec, on veut s'assurer que les endroits qui présentent une richesse dans ce territoire-là sont mis de côté pour la dimension environnementale du développement durable. La conservation n'est qu'un aspect de l'environnement. Développement durable, c'est un concept environnemental au niveau d'une entreprise forestière qui exploite une forêt. Quand on dit 50% du nord du Québec, on ne dit pas 50% d'air protégé où personne ne peut aller. 50%,
50% du territoire conserve son caractère naturel et maintient ses processus écologiques. Et un processus écologique, quand on fait de la foresterie, il y a des forestiers ici, la forêt se régénère et les gens ici étudient pour que la foresterie se fasse de façon à ce que la forêt se régénère, qu'elle suive son cycle normal. C'est très, très dangereux l'histoire des chiffres, là, parce que c'est la mainmise de l'économie sur l'ensemble du dossier du développement durable. C'est que ces gens-là travaillent avec des objectifs de qualité, des objectifs mesurables. On est obligé de s'en tenir à ça. Mais ça n'existe pas. Comme disait M. Darvaux, si on veut protéger un kilomètre de 50 hectares, si c'est pour le loup, là, c'est 50% qu'il faut protéger. Si c'est pour une souris sylvestre, peut-être qu'un hectare, ça suffit. C'est très variable, ces choses-là. Il faut faire très attention. Quand on veut mettre ça dans un chiffre unique, on réfère au principe de précaution. Si on s'assure que le Nord protège 50% de ses meilleures ressources environnementales, on pourra peut-être commencer à exploiter les ressources d'une façon durable dans le Nord du Québec. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Donc, écoutez, c'est vrai que le principe de précaution a été aussi rendu fonctionnel par les économistes. Et clairement, si on a un certain objectif de protéger des écosystèmes, c'est clair, ça peut être les 50%. J'ai pas de problème avec ça. Donc, mais ce n'est pas un objectif économique en soi, évidemment. Donc, c'est une contrainte supplémentaire qui doit être satisfaite et qui a peut-être qui a certainement son bien fondé. En fait. Mais vous êtes économiste, le 50% qui est protégé, là, c'est des ressources qui ont une valeur. C'est ça, ça dépend. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas de problème à avoir moi, j'ai pas de problème avec ça. Peut-être tout ce qu'on peut aller à d'autres questions. Oui. Oui, mademoiselle. J'avais une question pour M. Labbé. Donc, la présentation était super intéressante. Je me demandais si on peut faire un lien entre l'exploitation, les différents projets qui sont menés au Nord, puis l'interaction qu'on a avec les communautés autochtones dans la proximité des projets, qui est souvent le cas, je pense. Est-ce qu'il y a de la communication qui se fait avec eux? Est-ce qu'il y a des emplois qui leur sont réservés? C'est un peu vague, mais j'aimerais bien faire un lien avec ça. Dans le cas qui nous concerne, nous, quand on va faire des travaux, je vous montrerai les projets qu'on fait dans le Nord. Les projets de cartographie, là, on a un impact, on a des gens qui vont travailler sur le terrain. Donc, on va embaucher des gens des communautés. On va leur offrir des emplois, venir travailler avec nous autres. Donc, il y a une partie de formation un peu là-dedans. Il y a une partie, qu'il y a quelques personnes dans la communauté qui se trouvent des jobs. Mais il y a un impact aussi au niveau... Bon, on a une équipe, par exemple, qui travaille peut-être à une centaine de kilomètres au sud-est de Coujouac depuis 2 étés. Bon, ben on fait affaire avec les gens de Coujouac. Tout notre matériel passe par Coujouac. On fait affaire avec l'épicerie à Coujouac, ainsi de suite. Donc, pour nous, pour nos travaux, oui, on essaie d'avoir, dans la mesure du possible, un impact avec les gens des communautés environnantes. Et je pense que les gens de l'industrie, les compagnies d'exploration, bon, les minières, on en a parlé tout à l'heure, je pense ils travaillent avec les gens des communautés autour, mais je pense que les gens de l'exploration, de plus en plus, puis M. Balleau pourra nous en parler, je pense qu'à la baie James, c'est devenu, c'est peut-être pas toutes les compagnies qui le font, mais de plus en plus, je croirais que ça se fait. Et c'est souhaitable, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Ces gens-là connaissent leur territoire. Donc, souvent, ils vont nous arriver avec de l'information à telle affaire, tel endroit. Donc, on essaie, dans la mesure du possible, de le faire, de développer ces échanges-là. C'est important. Je voudrais poursuivre, merci d'abord pour les présentations. Je voudrais poursuivre sur cette question. Surtout que M. Labbé, vous avez mentionné à votre présentation l'importance de bien faire dès le début d'une exploitation. Et je pense que c'était au cours de la semaine passée ou il y a 2 semaines de ça, on apprenait que les minières déclaraient qu'elles avaient perdu la bataille de la communication. Donc on voit que l'acceptabilité sociale de ces projets miniers-là est très fragile.
Alors, je me demande comment on va faire, peut-être au niveau du gouvernement, des minières, pour retourner la vapeur en ce sens-là, si c'est possible de le faire. En fait, il y a du travail. Il y a du travail à faire pour. Il y a du travail de. J'allais dire éducation, je n'aime pas le terme, là. Mais d'information. Ça revient un peu à mon discours. Il faut informer les gens sur ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé ce que M. Baribeau a parlé de ces deux types de racistes, qu'il y en a qui nous disent ils veulent, on se sent exploité. D'autres viennent nous dire faites pas ça, ils viennent nous mettre les briques. Ben, je pense que c'est une belle attitude, puis tous les gens doivent avoir cette attitude-là. Le domaine minier, c'est très mal connu. Et je pense qu'il faut... Et l'industrie a une grosse job à faire là-dedans. C'est encore vu comme le mineur tout seul qui sort de sa mine de charbon. C'est plus ça. Ça a changé beaucoup. Il y a encore place à amélioration, mais il y a eu beaucoup d'améliorations qui se fait. Au niveau environnemental, on va nous ramener souvent des exemples des années 60, des années 70, les mines de ces années-là polluées. Ben moi, dans les années 70, j'allais à la pêche avec mon grand-père, il prenait sa bouteille de bière, il tirait dans le mine. Je veux dire, tout le monde faisait ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ben, je pense que les mines aussi. Il y a encore à faire. Il y en a une bonne partie de fait. Et tout ça, je ramène tout ça à la connaissance. Faut savoir comment faire les choses. Donc, il faut apprendre comment faire les choses. Puis, je profiterai peut-être de l'occasion pour revenir sur le 50%. Ça me touche un peu. Si on dit qu'il y a besoin d'avoir 50% qui restent intouchés, eh bien, je vous dirais que ce n'est pas les mines qui vont amener du développement à ce niveau-là. Présentement, je pense que l'empreinte des mines doit être à peu près 0,1 à 0,5% du territoire. On n'aura jamais des centaines de mines dans le Nord. Le potentiel est tout simplement pas là. Il y a un potentiel, oui, mais plus que tu as de mines, donc plus que les nouvelles, il faut qu'ils soient grosses, on n'aura jamais énormément de mines. Et le problème que je vois avec, si on soustrait 50% à l'activité, bien là, la connaissance arrête à zéro. Donc, la carte de connaissance que je vous ai montrée, si on décidait aujourd'hui qu'on gèle 50% aux travaux, ben dans 25-30 ans, les aires protégées qu'on va placer là, vous allez l'avoir sur ma carte, ils vont être en bleu, il n'y a plus rien qui se fait, on arrête toute connaissance. Donc, pour moi, c'est pas du développement durable parce qu'on ne connaît plus ce qu'on a sur notre territoire. Et si le jour où on dit on a besoin de mines, ben, on ne le sait pas, on a arrêté de les chercher, ces mines-là, et on ne le sait pas aussi. Donc, c'est un peu, c'est un point que j'aimerais. La ressource minérale est très particulière dans le sens que on ne la connaît pas, il faut la trouver, elle n'est pas facile à trouver. C'est pas les arbres, on sait où on est, c'est relativement facile d'évaluer une ressource forestière, mais une ressource minière, c'est un autre parti. Donc, il faut tenir compte de ça dans la protection du territoire. Il y avait une autre question. Oui, peut-être une dernière question pour répondre. Oui, bonjour, Antoine Kidoul, doctorant en hydrologie. Alors, encore une question pour vous, monsieur l'abbé. Vous, en fait, présentez, parfois j'ai l'impression que vous présentez la connaissance comme une finalité en soi, comme quoi la connaissance permet le développement, et le développement favorise la connaissance. Mais j'ai du mal, en fait, à voir en quoi cette connaissance peut être profitable autre que dans l'exploitation minière. En environnement est important. Il faut connaître. Je vais vous donner un exemple. J'ai parlé tout à l'heure des levées de géochimie de fond de lac, des sédiments de fond de lac. C'est une activité qu'on fait. On a pratiquement couvert la province dans ce type de données-là. Et c'est clair que nous, on le fait dans un but de caractériser le territoire et de faire ressortir des zones anomales, par exemple en or ou en cuivre. Donc, le but est l'exploration minière. C'est de mettre en évidence le potentiel minéral. Il y a des gens du secteur faune qui m'ont appelé il y a peut-être un an à peu près de ça. On me dit, j'ai entendu dire que vous auriez peut-être une base de données sur la profondeur des lacs au Québec.
Non, on n'a pas de données là-dessus, mais on a des données sur les sédiments, la géochimie des sédiments de fond de lac. Et oui, on prend la profondeur de cet échantillon-là. Donc, on a une base de données qui nous donne un lac à peu près à tous les 3 km. Donc, à chaque 13 km², on a un échantillon. Donc, oui, on a cette donnée-là. Oui, c'est intéressant, ça nous intéresse. Nous autres, on travaille sur la faune, la faune piscicole. Puis, bon, oui, mais on n'a pas juste la profondeur, on a le pH, on a 53 éléments chimiques dans le fond du lac. Donc, le gars, lui, il regarde, il dit, vous avez accès à tout ça? Oui, on a ces données-là. Bon, ben là, ils sont en train de commencer à travailler avec nos données parce qu'ils s'en servent dans leurs études sur tel type ou tel type de poisson. Donc, c'est de la donnée géologique. Oui, elle sert beaucoup pour l'exploration, mais elle sert aussi pour caractériser le territoire. Et ça, c'est important.